Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie numéro 2 de la vidéo sur la sauvegarde et sur le NAS. Donc j'avais sorti une première partie qui est juste là, dans laquelle je vous présentais rapidement le NAS, qu'est-ce que c'était et pourquoi c'était intéressant pour une utilisation en photographie. Bien évidemment, c'était une vidéo de présentation générale, je vais vous en parler juste après. Mais donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera de, on va dire, approfondir certains points et particulièrement la configuration. Donc ce que je vous propose dans cette partie numéro 2, c'est de parler dans un premier temps de la configuration physique, matérielle. Donc concrètement, qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour avoir un système NAS qui fonctionne, mais également comment j'ai réalisé mes branchements. Et dans une deuxième partie, je vous proposerai de vous expliquer la configuration logicielle. Alors dans cette partie-là, je resterai assez succinct. Pourquoi? Parce que c'est assez vertigineux, tout ce qu'il y a à expliquer. C'est assez technique, c'est assez, on va dire, ennuyeux, on va pas se mentir, et surtout vous avez des tas et des tas et des tas de contenus qui sont vraiment là-dedans, et ça je pense que ça intéresse vraiment que les personnes qui sont confrontées à la configuration d'un NAS. Et là, tout simplement, vous avez des personnes qui vous l'expliqueront bien plus en détail et bien mieux que moi, je pense, dans des tas d'autres vidéos. Alors, pour commencer cette configuration matérielle et physique, en fait, il faut comprendre qu'on va avoir besoin de tout un lot d'appareils pour faire fonctionner tout ça et aussi du câblage. Donc, on va évoquer tous ces éléments au fur et à mesure. La pièce centrale de votre système, forcément, CQFD, vous allez me dire, c'est le NAS. Le NAS, c'est un petit peu là le cœur de mon système. Et donc, moi, au départ, je suis parti sur un NAS de la marque QNAP, le TS664, un NAS 6B qui permet de pouvoir y mettre jusqu'à donc 6 disques durs ou 6 SSD SATA par exemple. Et donc ce NAS, il est très évolutif. C'est un NAS 2,5 gigabits, donc ça permet d'avoir des vitesses de transfert qui sont très intéressantes. Et donc au départ, un NAS tout seul c'est bien, mais vous n'avez pas les volumes de stockage qui sont fournis avec. Donc j'ai dû m'équiper en disque dur. Donc pour ce faire, je suis parti sur deux disques durs mécaniques de la marque Toshiba, des N300. Donc c'est la gamme chez Toshiba qui est dédiée au NAS. Donc ils sont faits notamment pour tourner en continu. Et en fait, ces deux disques durs, je les ai mis donc dans le NAS et c'est très facile de les installer via un système de rack en fait. Et ces disques, je les ai configurés en RAID 1. Donc pour rappel, je l'avais évoqué dans la première partie, le RAID 1, c'est un système de redondance qui vous permet de copier simultanément sur deux disques en parallèle les données, ce qui fait que ça offre un rapport de vitesse d'écriture de lecture qui est intéressant et en même temps quand même une protection des données assez avancée. Si le disque 1 par exemple meurt, et bien tout simplement les données sont toujours sur le 2, je n'ai plus qu'à changer le disque 1 et le NAS va me remettre les données sur le nouveau disque que j'ai installé et ensuite je pourrai reprendre ma vie. Mais ces disques mécaniques, ils ont certes de nombreux avantages, ils offrent un volume important pour un prix contenu, mais ils ont un inconvénient majeur, c'est que parce qu'ils sont mécaniques, ils sont quand même assez lents, et si j'ai envie de travailler dans mon flux de travail sur par exemple de l'édition photo ou même pire de l'édition vidéo, ça va commencer quand même à sérieusement ramer parce que tout simplement le disque dur mécanique ne pourra pas suivre et transmettre assez de données à la seconde et donc je vais être confronté à des ralentissements. C'est donc pour cela que j'ai installé dans le NAS deux SSD NVMe, donc des SSD de dernière génération, chaque SSD faisant 1 Tera. Et l'avantage de ce NAS, c'est que certes, on peut aussi installer des SSD SATA à la place des emplacements de disques durs mécaniques, mais du coup, vous perdez de l'espace et donc des capacités de volume, et que vous avez directement deux emplacements natifs séparés pour des SSD NVMe. Donc là, j'ai mis donc deux SSD de 1 Tera chacun. Et l'avantage, c'est que vous pouvez les utiliser pour faire du cache. Qu'est-ce que c'est le cache? C'est très simple à expliquer. Eh bien, en fait, de base, si vous n'en avez pas, quand vous allez utiliser vos données sur le NAS depuis votre ordinateur, il va prendre les données puis vous allez les utiliser, mais avec les vitesses de lecture et d'écriture qui sont celles du disque mécanique. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un petit peu lent. L'avantage, c'est que si vous mettez du SSD, il va prendre les données que vous utilisez le plus, le NAS va les reconnaître, il va les mettre et les copier sur les SSD, et ensuite vous allez les utiliser non pas sur le disque dur mécanique, mais sur le SSD et profiter de ces vitesses largement supérieures. Donc à titre de comparaison, là les SSD que j'ai mis NVMe ont des capacités de lecture et d'écriture qui sont supérieures à 3 gigas par seconde, donc c'est absolument colossal, et gigaoctets, pas gigabits, donc c'est absolument
considérable, c'est largement plus que les disques durs mécaniques. Dès lors, et c'était très important pour moi, quitte à avoir un NAS, je voulais pouvoir exploiter pleinement les données que j'utilise et aujourd'hui je peux faire tranquillement par exemple de l'édition photo. Les photos sont stockées sur le NAS, ça, je vous en parlerai dans la partie 3 qui sortira, je vous expliquerai tout ça, où sont stockées les photos, etc. Mais aujourd'hui mes photos sont stockées directement dans le NAS. Le catalogue, lui, n'est pas dans le NAS, donc tout ça je vous l'expliquerai en détail ultérieurement, mais aujourd'hui, grâce au SSD, ben, en fait, les photos sur lesquelles je suis en train de faire l'édition, le NAS les met directement sur le SSD, j'ai des vitesses très importantes, et grâce au port RJ45 en 2,5 gigabits, eh ben, j'ai des vitesses de transfert qui sont aux alentours de 280-290 mégaoctets par seconde, donc ça me permet de travailler vraiment en toute tranquillité. Pour de l'édition vidéo, ça passe aussi, même si c'est quand même plus optimal de travailler sur les SSD de l'ordinateur, mais ça j'en parlerai tout à l'heure quand je vous parlerai des ports en 10 gigabits. Enfin bref, là ça y est, j'ai donc mes disques durs mécaniques, j'ai mes SSD en cache, mais en l'état, le NAS n'est pas utilisable, je parle d'un point de vue physique, parce que vous savez, dans le NAS, le N veut dire network, donc réseau, et pour rappel, le NAS n'est pas un simple disque dur que vous allez brancher en fait en USB, mais c'est un réseau que l'on doit connecter via Ethernet, donc via une prise RJ45, et donc pour ce faire, il y a une deuxième pièce fondamentale dans le réseau, et bien cette pièce c'est le routeur. Donc le NAS, il doit être branché en RJ45, et la config de base, ça serait de brancher tout simplement le NAS donc via un câble Ethernet à la box, et ensuite la box directement à l'ordinateur, et les données transitent. Bien évidemment, on peut aussi faire une configuration directe où on branche en RJ45 un NAS à l'ordinateur, mais là on perd tout l'intérêt de connecter le NAS à Internet et d'en faire donc un serveur. Donc là l'étape c'est très simple, vous prenez un câble RJ45, vous branchez l'arrière du NAS sur le port, et ensuite vous allez brancher l'autre extrémité du câble directement sur votre box, et ensuite vous prenez un deuxième câble, vous le branchez à nouveau sur votre box, et vous allez le brancher directement sur votre ordinateur. Donc là le problème, et c'est là où moi j'ai upgradé, j'ai un petit peu amélioré le setup, c'est que ma box en fait a des ports en 1 gigabit par seconde. Or, mon NAS, lui, a des ports, tout comme mon ordinateur, en 2,5 gigabits. Ce qui veut dire que si je branche mon NAS sur ma box et ensuite ma box à mon ordinateur, le 2,5 gigabits sera bridé et en fait, toutes les vitesses seront bridées en 1 gigabit à cause des ports de la box. Donc, c'est très frustrant, et donc si j'ai pris un setup en 2,5 gigabits, c'est précisément pour ne pas être bridé à 1 gigabit via la box. Donc pour court-circuiter ma box et pouvoir profiter dans tout mon setup du 2,5 gigabits, j'ai installé ce qu'on appelle un switch. Qu'est-ce que c'est un switch? C'est ce qu'on appelle dans les réseaux un hub, c'est-à-dire un boîtier avec des ports RJ45 et qui va venir centraliser tous nos éléments, tous nos boîtiers et donc tout notre réseau. Donc pour le switch, moi je suis parti sur un switch également de la marque QNAP et qui me convient très bien. C'est un petit switch et physiquement il est même plus petit que ma box, mais il a 6 ports RJ45, les 6 sont à la norme 2,5 gigabits, mais il y a surtout 2 ports aussi en 10 gigabits. Donc l'avantage c'est que là maintenant je peux court-circuiter le bridage qui est fait par ma box. Donc dans cette nouvelle configuration, comment ça se passe? Et bien en fait, mon NAS, je le connecte en RJ45 directement au switch, et ensuite je vais connecter mon switch directement à l'ordinateur, ce qui fait que par exemple quand j'utilise mes données sur le NAS depuis mon ordinateur, la donnée va partir du NAS, elle va passer par le switch et non plus par la box, et ensuite elle va aller directement à mon ordinateur, le tout en 2,5 gigabits. Et ensuite vous allez me dire oui mais la box, eh bien la box est elle-même connectée directement au switch, mais, et c'est là où c'est intéressant, vous voyez en fait des LED de couleur. Et donc chaque port qui clignote en vert, ça veut dire qu'il y a des données qui sont transférées en 2,5 gigabits, et le port que vous avez en orange, ça c'est un port 1 gigabit, donc ça permet en fait de court-circuiter ce bridage. Et ça c'est vraiment très intéressant, et surtout ce qui est cool aussi, c'est qu'à présent dans le bureau, j'ai 2 ordinateurs plus ma box, et donc les 2 ordinateurs sont connectés au switch, les 2 ordinateurs profitent du 2,5 gigabit du NAS, et ensuite les données sont bridées à
1 gigabit si par exemple, eh beh, je passe par internet. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'arrive à des débits de transfert qui sont aux alentours des 280-290 mégaoctets par seconde, alors qu'avec un port 1 gigabit, on serait aux alentours des 120-125 mégaoctets par seconde. Et le gros avantage, comme je vous ai dit, c'est que en fait, le NAS, il peut être upgradé, donc évolué en 10 gigabits, donc avoir des vitesses de transfert allant jusqu'à 1500 MO par seconde. Vous imaginez, c'est 3 fois plus qu'un SSD SATA, par exemple. Donc là, vous pouvez faire, par exemple, du montage vidéo 4K, mais tranquillou bilou. Il suffit de mettre à l'arrière du NAS une carte à la norme PCI Express. Et moi, par exemple, la carte que je souhaiterais posséder plus tard, c'est une carte qui vous permet d'avoir un port en 10 gigabits et également de pouvoir ajouter à nouveau donc 2 SSD NVMe. Donc vous voyez, ça vous permet d'aller encore plus loin. De la même façon, le switch que j'ai choisi a 2 ports en 10 gigabits. Si par exemple je veux mettre 2 ordinateurs en 10 gigabits, et après il me suffira d'ajouter en fait une carte Ethernet pareil en PCI Express directement sur la carte mère de mon ordinateur, et là j'aurai tout un réseau en 10 gigabits avec des vitesses de 1500 MO par seconde. Voilà, j'ai hâte un jour d'y passer et là je pourrais vraiment tout faire dessus, même du gros montage vidéo. Et donc là, au global, si je résume, donc le NAS est branché directement au switch, le switch c'est ma tour de contrôle et le switch est relié à tous les autres appareils, à mes 2 ordinateurs et à la box, et le tout en 2,5 gigabits. Maintenant, il y a une dernière pièce fondamentale dans tout ce setup physique, c'est ce qu'on appelle un onduleur. Donc je me suis équipé d'un onduleur de la marque Eaton. Si vous ne savez pas ce qu'est un onduleur, eh ben, c'est très très simple. En fait, c'est comme un gros bloc multiprise, mais qui est doté en fait de 2 fonctionnalités principales qui sont très intéressantes. La première, c'est que déjà c'est parafoudre. Alors ça, bon, bah, c'est quand même pas mal du tout. Et la deuxième chose surtout, c'est que à l'intérieur d'un onduleur, vous avez des batteries. Et en fait, ces batteries, elles ont une mission fondamentale, c'est prendre le relais immédiatement en cas de coupure de courant. Quel est l'intérêt? Bah, c'est qu'un NAS, c'est très, très, très fragile et ça n'aime pas les coupures intempestives. Donc imaginez, hein, la foudre, le réseau qui est coupé parce que quelqu'un travaille dessus dans la rue, et cetera. Et ben, si d'un coup tout se coupe, le NAS n'aime vraiment pas ça et là vous pouvez perdre des données. Et donc la configuration est très, très simple. Vous avez avec l'onduleur un câble USB qui est fourni. On branche l'onduleur directement sur le NAS et en fait le NAS prend en charge un certain nombre d'onduleurs, dont le Eaton que moi j'ai acheté. Et ensuite, dans le paramétrage informatique du NAS, eh ben, je peux le régler. Personnellement, comment je l'ai configuré? Bah, là aussi, c'est très simple. Le NAS, si jamais il y a une coupure de courant, immédiatement l'onduleur va prendre le relais et le NAS ne sera pas coupé. Donc c'est ça qui est génial. Et surtout, en fait, l'onduleur va envoyer le message au NAS que c'est lui qui a pris le relais, qui a eu une coupure de courant. Et dans ce cas-là, moi, j'ai choisi que le NAS s'éteigne, mais normalement, hein, comme si j'appuyais sur le bouton éteindre. Le NAS va prendre le temps de faire toutes les procédures normales, il va s'éteindre en toute sécurité, et ensuite, donc, il va donc être coupé, et une fois que le courant est revenu, l'onduleur va dire au NAS, ça y est, le courant est revenu, tu peux te rallumer, et donc le NAS va se rallumer tranquillement, et donc tout ça va se faire en douceur. Donc ça, c'est vraiment très très important, et avec tout ça, je maximise vraiment la sécurité et la protection de mes données. Enfin, dernière petite chose, je précise rapidement, là j'ai aussi un gros disque dur de 6 Tera à côté. Pour l'instant, je le fais manuellement parce que j'ai pas tout terminé dans la configuration, mais j'ai grosso modo toutes les données que j'ai sur le NAS, je les ai copiées en parallèle directement sur ce disque dur mécanique. Mais à terme, ce que je vais faire, et ça c'est pour ça ça me prend un peu de temps et ça me demande un peu de logistique, et c'est ça qui est cool avec ce NAS aussi, c'est que je peux programmer en fait ce disque dur, le brancher. Il y a 2 ports USB en norme 3.2, donc ça c'est vraiment génial. Et en fait, vous pouvez faire un miroir, c'est-à-dire que en plus du RAID 1, vous pouvez brancher un disque dur mécanique externe et en fait le NAS va faire une nouvelle redondance à l'écart, à l'extérieur sur le disque dur qui est branché. Et donc à terme, c'est ce que je voudrais faire pour que cette procédure de sauvegarde supplémentaire soit automatique. Mais là aussi, ce NAS QNAP prend en charge cette fonctionnalité d'automatisation et c'est ce que je ferai
à terme. Et aussi, je précise que mes données les plus sensibles sont également sur un cloud. J'ai un cloud de 1 Tera en ligne sur lequel je mets mes données les plus importantes. Donc, je le dis, je le répète, et certains m'avaient dit oui, il faut faire des sauvegardes, machin. Oui, je le dis, je le répète. J'ai des sauvegardes qui sont donc en RAID 1 sur mon NAS. J'ai les sauvegardes qui sont aussi sur un disque dur mécanique physique séparé. Et j'ai également ces sauvegardes sur un cloud d'1 Tera. Donc, au global, bon, si j'arrive à perdre mes données les plus sensibles, bah, je pense que j'ai plus de chances de gagner au loto ou de me prendre une météorite sur la tête. Enfin bref, si vous avez des questions sur cette partie, matérielle, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. À présent, je vais de façon assez succincte vous expliquer, la configuration que j'ai pu faire, on va dire de façon plus logicielle. Alors quand vous possédez un NAS de la marque QNAP, eh bien la toute première chose que vous devez faire, c'est installer sur votre NAS ce qu'on appelle, bah, le système d'exploitation. Un NAS, c'est comme en fait un ordinateur, hein, vous avez un processeur, de la RAM, etc. Et donc il faut un système d'exploitation pour tout gérer, pour gérer les sauvegardes, la protection, etc. Et chez QNAP, ce système d'exploitation s'appelle QTS, qui est en version 5, je ne sais plus combien, mais vous avez ensuite des sous-versions. Mais donc là, on est aujourd'hui sur la version majeure numéro 5, et la première chose, ça a été d'installer donc QTS. Et donc, au départ, vous devez faire toute cette installation logicielle. Alors bon, bah voilà, vous suivez les procédures, et ensuite, pour accéder à QTS, ça passe non pas par un logiciel, vous savez, dans votre ordinateur, mais ça se passe en ligne directement, donc via un onglet dans votre navigateur internet. Et ensuite, bah, quand vous avez configuré QTS, c'est un peu comme un truc d'application sur smartphone, vous avez des applications qui apparaissent, et de là, vous allez pouvoir configurer en globalité votre NAS avec un certain nombre donc d'applications maison. Et donc chez QNAP, vous avez en fait un market, hein, comme un marketplace, l'App Center, qui vous permet de chercher et de télécharger tout un lot d'applications selon ce que vous souhaitez faire sur votre NAS. Mais donc ensuite, bah, la première chose que j'ai pu faire, c'est de créer un pool de stockage. Donc c'est un espace de stockage, parce qu'au départ, bah, en fait, vos disques ils ne sont pas exploités. Pour ce faire, vous passez par l'utilitaire donc de stockage, et vous allez créer un pool. Donc moi, j'ai créé un pool donc en RAID 1, où dessus, bah, donc j'ai fait une redondance des données sur mes 2 disques de 6 Tera. Ensuite, vous pouvez directement créer le cache, hein, donc c'est ça qui est aussi intéressant, et vous pouvez le personnaliser. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser le cache en RAID 1, parce que 1 Tera déjà, c'est quand même assez énorme, et donc l'avantage, c'est que là aussi, ça sécurise la protection de mes données lorsqu'elles sont utilisées en cache. Toute cette configuration des volumes de stockage, elle se fait dans une application centrale qui s'appelle Stockage et Snapshot chez QNAP. Et donc concrètement, une fois que maintenant mon NAS est configuré et que mon volume de stockage est prêt, eh bien, je peux y accéder soit en interne via QTS, hein, donc via en fait QFile, donc qui est le gestionnaire de fichiers, mais de façon plus concrète au quotidien, eh bien, vous pouvez retrouver votre NAS dans votre explorateur de fichiers dans votre ordinateur. Cependant, et comme je vous l'ai dit depuis le départ, un NAS n'est pas un disque dur, donc vous ne l'avez pas à l'avoir comme quand vous branchez une clé USB ou un disque dur sur le côté comme un volume de stockage. Non, c'est un réseau. Donc pour trouver votre NAS, vous devez aller dans l'onglet réseau, dans l'explorateur de fichiers, et ensuite votre NAS, vous allez y accéder pour la première fois en réseau interne via bah, un code, hein, via un mot de passe, donc un identifiant et un mot de passe, que vous avez défini au départ quand vous avez créé en fait votre système NAS, et à partir de là, bah, vous allez pouvoir naviguer tranquillement, de façon tout à fait classique, à l'intérieur de votre volume de stockage. Donc là, vous pourriez vous dire, bah, ça y est, hein, le volume est créé, le RAID est créé, le cache, je peux accéder à mes fichiers, etc. Oui, mais il y a tout un lot bah, de paramétrage à faire, et le plus important, je trouve, par la suite, c'est tout d'abord d'assurer la protection de votre réseau, parce que bah, à partir du moment où vous êtes connecté à Internet, eh bien, vous êtes en fait une cible potentielle, et donc il faut protéger votre réseau des attaques externes. Donc pour cela, moi je suis passé via l'appli notamment de Security Counselor. Vous allez mettre des pare-feux, vous allez sécuriser, vous allez activer l'antivirus, enfin bref, je vous passe tous les détails, mais il est très important de protéger le plus possible votre réseau et que personne ne puisse y
pénétrer. Je vous donne un exemple concret. Moi, je peux accéder à mon NAS et c'est le principe, hein, depuis n'importe où, mais j'ai systématiquement une connexion à deux facteurs, donc via un mot de passe qui est quand même assez costaud. Et ensuite, je dois confirmer la connexion via mon smartphone et uniquement via mon smartphone, sinon je ne peux pas y accéder. Donc là aussi, c'est très pratique. Et donc, vous voyez, l'avantage, je parlais de mon téléphone, c'est que maintenant, une fois que vous commencez à mettre vos fichiers en fait sur votre NAS, vous pouvez les utiliser depuis n'importe où à partir du moment où vous avez un accès sécurisé et une connexion internet. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que par exemple sur mon smartphone, j'ai installé donc l'application Qfile Pro, qui est l'équivalent de Qfile sur l'ordinateur mais dans le smartphone, et qui me permet de tout simplement avoir accès directement à tous mes fichiers, et ça c'est génial. Dès que sur mon ordinateur je mets un fichier sur le NAS, et bien en fait j'ai accès sur mon téléphone. Ça c'est pratique notamment pour avoir accès à toutes mes photos, à des vidéos ou même à des documents. Moi par exemple j'ai tous mes documents importants qui sont sur le NAS et je peux y avoir accès. Si par exemple on me demande un document et que je suis à l'extérieur, je peux l'envoyer, l'imprimer, etc. Donc ça c'est vraiment génial. Mais dans l'autre sens, et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai programmé Qfile Pro pour que les données de mon téléphone soient systématiquement sauvegardées. Et en fait, dès que par exemple je prends une photo, et c'est le cas, hein, toutes les photos que vous avez du setup, je les ai prises avec mon Google Pixel. Et en fait, à chaque fois que je prends une photo, elle est directement téléchargée sur le NAS et j'ai pas besoin de les transférer via un câble ou quoi. Quand je veux les monter pendant mon montage vidéo, j'ai plus qu'à aller dans mon NAS via en fait l'explorateur de fichiers. Je vais dans le bon dossier et je retrouve directement le fichier natif qui n'est pas un fichier compressé ou quoi. Et j'ai plus en fait qu'à le glisser dans ma vidéo. Donc c'est vraiment très pratique et ça fluidifie considérablement mon flux de travail. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au global, dans QTS, vous avez toute une nébuleuse d'applications dans lesquelles vous pouvez, en fait, en fonction de votre utilisation, paramétrer votre NAS. Par exemple, il y a des personnes qui vont l'utiliser pour faire de la vidéosurveillance, d'autres qui vont le faire pour faire du stockage de données, simplement de données. Moi, par exemple, pour faire de la photo, de la vidéo. Donc, moi, par exemple, il y a tout un lot d'applications dont je me sers peu, car c'est avant tout un espace de stockage. Donc, le plus important pour moi, c'est d'avoir accès le plus rapidement et de façon sécurisée à mes données, à mes fichiers, notamment à mes RAW pour faire de l'édition photo. Donc maintenant, si je devais résumer un petit peu, quelle est mon expérience avec tout cet écosystème QNAP, je dirais que ça a été plus simple que ce que j'imaginais, parce que c'est vrai que, je vais pas vous mentir, moi au départ, le NAS c'est quelque chose qui était assez intimidant pour moi. Je me disais ça va être compliqué, c'est vraiment pour les spécialistes. Et en fait, je trouve que quand même ça va. Bien évidemment, il faut avoir des notions de base en informatique, mais au global, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que vous avez énormément de contenu aussi pour vous expliquer des tutos, etc. Donc c'est assez simple et on arrive, quand on cherche un peu, toujours assez fin. Au global, et je trouve que c'est l'avantage de son inconvénient, c'est que vous avez toute une nébuleuse d'applications qui vous permettent de paramétrer dans le moindre détail votre NAS. Franchement, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut faire. Là-dessus, il pousse le bouchon très très loin, et je parle pas de Maurice, mais l'inconvénient de tout ça, c'est quoi? C'est que de fait, vous avez vraiment énormément, mais alors énormément d'applications, et ce que je reproche un petit peu à ce système, là où ça pourrait s'améliorer, c'est que vous avez parfois trop d'applications et qu'on s'y perd un petit peu. Et donc, je vous donne quelques exemples concrets, mais c'est que vous avez des applications centrales pour gérer vos fichiers, vos photos, la sauvegarde, etc. Mais pour avoir certaines fonctionnalités qui fonctionnent dans ces applications, il faut parfois installer d'autres petites applications. Et ça, je trouve ça dommage que ça ne soit pas pris en charge directement dans l'application mère, on va dire. Et parfois, vous voulez installer un truc, mais on vous dit, ah ben non, il faut installer telle appli pour que ça fonctionne. Et le problème, c'est que ça devient vite un petit peu compliqué, ça fait perdre du temps, et puis ça fait du volume en plus qui est utilisé. Un exemple concret, quand vous mettez des photos, par exemple des JPEG sur votre NAS, et que moi je les utilise sur mon téléphone, et bien en fait, au départ, vous n'avez pas les vignettes, c'est-à-dire que vous n'avez pas de prévisualisation. Et ça n'est pas quelque chose par défaut, ce que je trouve dommage quand même, parce que imaginez sur votre ordinateur si vous n'aviez pas les petites vignettes pour voir vos fichiers. Et bien pour faire ça, il faut demander à Qfile de créer des vignettes, mais pour ça, il faut une appli spéciale. Et donc ça, par exemple, vous voyez, je trouve que c'est dommage que ça ne soit pas fait
par défaut, parce que c'est un petit peu complexe et surtout, bah, moi j'ai dû fouiller un petit peu avant de trouver la solution de pourquoi je n'avais pas les vignettes sur mon téléphone. Cependant, et c'est là où je nuance, j'ai quand même toujours trouvé la solution à mes problèmes. Pourquoi? Parce que, déjà, et là-dessus je trouve que c'est vraiment bien fait, à chaque fois, vous tapez votre problème sur Google, vous avez toujours une page QNAP qui vous explique point par point de façon très claire, bah, en fait, la démarche à suivre. Et là-dessus, moi, j'étais quand même assez impressionné. Et puis, deuxième chose aussi, il y a des tas, mais alors c'est impressionnant, des vidéos, des tutos en ligne qui vous expliquent point par point. Donc là-dessus, bon, bah voilà, je suis pas un pro de l'informatique et pourtant, j'ai largement pu m'y retrouver. Enfin bref, j'arrive un petit peu à la fin. Si vous avez des questions, parce que là, je sais que c'est un petit peu superficiel ce que j'ai dit, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre tout ce que j'ai fait? Ça serait vraiment mais super long et super compliqué. Si vous avez des questions concrètes, mais vraiment concrètes, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Donc c'est l'heure de conclure cette vidéo. Je ferai donc une troisième partie qui sera dédiée plus à la sauvegarde en général. Donc là, bah, je vous expliquerai un petit peu mon workflow, mon flux de travail de la carte SD à l'édition, où je sauvegarde mes fichiers, comment je structure mes dossiers, comment je fais avec le NAS, où est-ce que je stocke mes photos, où est-ce que je mets mes catalogues, tout ça, je vous l'expliquerai en détail. Et là aussi, si vous avez des questions pour la vidéo future, posez-les, n'hésitez pas. Et puis aussi, je précise que ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, depuis quelques jours maintenant, donc j'ai un nouvel ordinateur que j'ai monté moi-même, hein, donc j'ai tout fait du début à la fin, il fonctionne parfaitement, il est très puissant. Donc ce que je ferai dans cette vidéo, c'est que je ferai une vidéo sur l'informatique plus large pour les photographes et les vidéastes, et donc je vous expliquerai un petit peu, bah, de quel ordinateur vous avez besoin pour faire de la photo, faire du montage, vidéo, pour faire de l'édition photo et je vous expliquerai un petit peu, bah, voilà, quel processeur vous avez besoin, quelle carte graphique, quelle RAM et cetera et cetera et puis je vous expliquerai un petit peu ce que moi j'ai mis dans mon ordi pour pouvoir travailler, on va dire, avec confort. Enfin bref, en attendant, bah, je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle vidéo.